Yokoso, bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui traitera de Ghosts and Goblins Résurrection et de tout son univers. Donc aujourd'hui, je suis pas tout seul, comme vous pouvez le constater, je suis avec Joël, qui est également nommé AirDuel sur les forums arcade. Alors Joël, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Écoute, c'est pas ma grande spécialité, mais en quelques mots, je suis un passionné d'arcade principalement, et toutes les consoles génération 16 bits. Voilà, j'étais modérateur sur Arcade System, j'ai participé à des trucs assez sympas, comme l'émission Very Hard, avec MO5 No Life, avec Olivier Gant et Douglas Alves. Une grosse enquête aussi sur Metal Slug dans le cadre du Retro Game Test avec Wawa. Donc c'était deux émissions au lieu d'une où on a vraiment fait la genèse et puis ensuite le développement de Metal Slug à proprement parler. Puis voilà, je suis intervenu un peu comme ça sporadiquement sur la case rétro ou voilà des petits trucs à droite à gauche. Bon, après c'est pas forcément ma vocation d'intervenir dans des émissions, mais disons que voilà, j'aime bien la collection, le rétro, et puis le temps, l'expérience m'ont appris des petites choses, donc c'est sympa de les partager aussi. D'accord, très bien. Et donc, est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Ajouter peut-être pas, mais j'ai ramené une petite pépite là, histoire de... Une petite pépite, mais de quoi s'agit-il? Un petit truc en phase avec la thématique du jour. Je te le prends au mot alors. Donc, vas-y, commence par la tienne, comme ça on fait chronologique. Oui, donc là, on est en train de vous présenter les jeux Ghosts and Goblins et Ghouls and Ghosts en arcade. Alors ici, vous avez une PCB japonaise de Ghosts and Goblins, donc ça n'a que peu d'intérêt peut-être pour vous, mais comme on va être assez pointu dans cette émission, j'ai eu envie de vous la présenter. Donc voici un petit aperçu de cette plaque où on a multiples logos Capcom. Et comme vous pouvez le constater, écoutez, il y en a du composant 1. Ici, on a même un composant siglé Capcom, en gros, donc ça doit pas trop se voir à la caméra, mais bon, voilà, encore une belle pièce d'histoire. Et donc, vas-y, à toi. Et là, en fait, moi, ce que j'ai ramené, c'est Daima Kaimura, en fait. Donc, Daima Kaimura, c'est Ghouls and Ghosts en version japonaise. Il faut savoir qu'il y a plusieurs versions de ce jeu. Et donc là, il s'agit du First Run, c'est-à-dire la première série de production de ce jeu. Donc c'est vraiment le jeu qui est sorti à l'époque, où Ghouls and Ghosts a été montré au grand public. Mais en plus, avec une particularité, c'est une version qu'on appelle Blue Socket. Blue Socket parce qu'il y a des petits supports, alors je sais pas si on voit très bien à la caméra, mais tous les supports de ROM sont de couleur bleue. Alors, en général, Capcom avait des supports noirs, sauf éventuellement pour une ROM spécifique qui est la ROM avec les informations pour l'audio. Sauf que, comme beaucoup de fabricants en électronique à cette époque-là, ils avaient de multiples fournisseurs pour pallier à d'éventuelles lenteurs ou lourdeurs au niveau de l'approvisionnement. Et il se trouve qu'il y avait un fournisseur qui faisait donc ces ROM qui étaient de couleur bleue, ce qui fait qu'il y a quelques plaques qui sont sorties comme ça, qui sont des raretés. Et en termes de collection, c'est quand même plutôt sympa parce que c'est vraiment une pièce. Déjà, c'est un jeu exceptionnel qu'on aime avoir, et en plus sous cette forme-là qui est un peu singulière. Donc voilà, c'était histoire de parler un peu de cette plaque que j'affectionne tout particulièrement. Donc on a donné le ton sur ce qu'allait être l'émission. J'espère que ça va vous plaire. Et donc, sans transition, on envoie. Eh bien, on est parti pour une petite découverte de Ghosts and Goblins Résurrection, un jeu qu'on aura attendu longtemps, nous les fans de la série, puisque si vous voulez, moi je suis un adorateur de cette licence, et on a Joël à côté qui lui adore, consacre sa vie presque à Ghouls and Ghosts, puisque au moins. Ouais, au moins. L'une de mes vies. Voilà. Et donc c'est pour ça qu'on lance cette petite émission qui s'appelle donc les intégristes du gaming, si vous voulez, où j'aurai des invités, si vous voulez, qui seront des durs de durs, des core gamers, si vous voulez, qui auront
des choses à dire sur des sujets bien particuliers. Et aujourd'hui, ça sera la série des Ghosts and Goblins. On va autant parler du jeu, bon, un petit peu, mais plutôt de la série dans son entièreté. Et donc, c'est pour ça que on va lancer une petite partie avec mon compère Joël, et qu'on va essayer de vous régaler dans la mesure où vous ne sauriez pas tout. Et donc, voilà, on va tâcher de faire ça. Donc, moi, je vous ai préparé, pour commencer, en termes de petite entrée, on va dire, donc un historique de la série. Et donc, on va balancer ça tout de suite avec Ghosts and Goblins, le premier, qui est sorti en 1985 et qui sera suivi 3 ans plus tard de Ghouls and Ghosts. Alors, la petite anecdote marrante, c'est que au niveau du scénario, Ghouls and Ghosts suit cet écart de 3 ans. C'est-à-dire que les événements se passent 3 ans après les événements de Ghosts and Goblins, donc dans le jeu. Et ça, je trouve que c'est assez marrant pour vous le souligner. Avec comme petit point qui lie les deux, le fait de démarrer dans un cimetière et qui reste un peu la signature de cette série. Tout à fait. Que je trouve assez sympathique. Parce que ça a marqué les gens. En fait, c'est un point de repère, je pense, important dans cette série. Et donc, du coup, ça sera suivi en 1991 donc d'un jeu qui aura vu donc la non-participation du père fondateur, Fujiwara, si je dis pas de bêtises, et qui est un épisode qui est juste exclusif à la Super Famicom et à la Super Nintendo, donc en conséquence à l'époque, et non pas à l'arcade, contrairement aux deux autres qui se voulaient d'abord des jeux arcade. Et donc, par la suite, on aura un trou sans revoir la série, puisque je pense qu'avec l'avènement des consoles 3D et de la technologie 3D, Capcom a eu quelques difficultés à trouver un moyen de bien retranscrire l'univers en 3D, puisqu'il leur semblait quasiment obligatoire de passer sur des jeux 3D. Voilà. Et donc, ce n'est qu'en 1996 qu'on verra le Arthur to Astaros no Nazo Makaimura sur Saturn, et qui est un épisode vraiment, on va dire, à part au final, même si ça fait partie de la série canon, si vous voulez. C'est un puzzle game ou un jeu de stratégie où on a des énigmes à résoudre. Et donc c'est un jeu qui est intéressant malgré tout, il est en 2D, et je vous invite à le découvrir si vous ne le connaissez pas sur Saturn, il est sorti qu'au Japon. Il reprend d'ailleurs le concept d'un autre jeu, mais adapté au monde de Makaimura. Et donc du coup, on verra pas un véritable épisode avant l'épisode WonderSwan en 1999, donc le Ghosts and Goblins for WonderSwan. Et si vous voulez, on sent quand même qu'il y a un manque de confiance dans la licence, puisque ça sort plus que sur une portable noir et blanc qui plus est, même si c'est fait en interne par Capcom, donc d'ailleurs par une équipe dont je ne saurais identifier les intervenants. Je ne sais pas du tout qui a fait ce jeu chez Capcom, je n'ai aucune anecdote ou aucune connaissance du développement de ce jeu. Eh bien, on sent quand même effectivement que y a plus trop de confiance déjà à l'époque, en 99. Et c'est même d'ailleurs pour ça que on verra pas d'épisode inédit avant un sacré bout de temps, puisque le suivant sera en 2002, et ça ne sera qu'une reprise de Super Ghouls and Ghosts, donc le Sho Makaimura Super Famicom. Donc il y a une version qui s'appellera R, elle sera surnommée R, et qui apporte un mode par contre très intéressant qui mixe un peu tous les stages de tous les jeux. Et donc ça fait vraiment la force de ce jeu, mais on sera sur une ressucée, on sera sur une reprise, on sera sur rien d'innovant en fait. Et c'est un peu dommage que autant d'années s'écoulent entre, si vous voulez, le Super Ghouls and Ghosts en passant par un jeu sur portable avec l'épisode WonderSwan, sans avoir véritablement un jeu qui représente donc la série canon, puisque effectivement on en parlait, tu vois, entre-temps il y a eu la série des Gargoyles Quest, donc qui a comblé un petit peu ce vide, n'est-ce pas Joël? Et c'est ça, je pense qu'à un moment donné, les Gargoyles Quest étaient populaires et ils voyaient pas tellement l'intérêt de faire des jeux qui avaient déjà été faits. Et il y avait certainement un champ exploratoire plus intéressant avec les Gargoyles Quest, ce qui peut expliquer. Il y aurait peut-être une surcharge à faire en plus des Makaimura que. Peut-être aussi, ouais. De tout mener de front. Donc bon, ils ont fait ces choix. Ouais. Donc on peut regretter. Alors pour quand même les citer. C'est joli, hein. T'as vu un peu le Red Harrimer, super bien animé, la petite mise en scène et tout.
Ah ouais, mais on sent que le jeu est soigné. C'est chouette, hein, c'est soigné. Donc je reviendrai un petit peu sur l'historique, mais il faut quand même souligner que c'est une vraie fête ce jeu, c'est une vraie célébration pour la série que de retrouver un véritable jeu avec ce degré d'investissement. Et on sent que c'est des amoureux de la licence, c'est pas juste un jeu qui sort pour faire du pognon, pour parler à des gens, c'est un jeu avec une profondeur, du contenu, du sérieux. D'ailleurs, toi, qu'est-ce que tu en penses? Alors, pour le peu que j'ai pu voir à ce stade, je trouve que c'est très... on retrouve vraiment bien l'esprit de la saga, en fait. Malgré un style graphique qui est différent, on n'est clairement pas sur du pixel, on est sur du dessin à la main, et voilà, des animations un peu... tu disais Flash, ouais, les animations... ouais. Voilà, un peu... voilà. Tu sens que c'est articulé, quoi. Mais écoute, les mécaniques de jeu en tout cas sont super bien, quoi. C'est super intéressant et l'atmosphère qui se dégage est totalement dans l'esprit de la saga. Ouais. Il n'y a pas de faute de goût et il y a des espèces de pièges où il y a des situations qui pourraient tout à fait être présentes dans des jeux qui sont de l'époque en fait. Tout à fait, tout à fait. Alors, ce qu'on pourrait dire aussi, c'est que effectivement, quand les gens ont découvert le jeu, beaucoup sont plaints de la direction artistique. C'est un point que l'on rejoint complètement, n'est-ce pas, Joël? Enfin, en partie, oui. En partie. En tout cas, c'était le sentiment que l'on a eu en découvrant le jeu. C'est un sentiment sur lequel, personnellement, je pense que toi et moi, on revient maintenant. Mais parce que on a pu le voir un parce petit peu. Parce que quand tu as le jeu entre les mains, quand tu as la manette entre les mains, que tu es dans le jeu, effectivement, tu retrouves des sensations et du coup, tu pardonnes si... voilà, quelques fautes de goût, quoi. Ouais, voilà. Parce que c'est vrai que cet aspect crayonné, cette rigidité de l'animation et certains designs un peu moins inspirés que d'autres, bon, ce sont de vrais défauts. Mais malgré tout, on est vraiment sur quelque chose de cohérent. Et je pense que vraiment les défauts de la direction artistique ne sont pas dus à l'artiste en lui-même, celui qui s'est approprié vraiment l'univers de Maka Imura, mais plutôt à des choix de développement, comme ce côté flash et ce rendu un petit peu rigide qui, pour moi, démontre un petit manque de budget sur ce jeu. Parce que c'est pas un triple A non plus. C'est pas tout le monde qui veut jouer à Ghosts and Goblins. C'est clairement un jeu de niche. Hein. De toute façon, ça va concerner un public très spécialisé, enfin très spécial en tout cas. Et moi, je le vois comme un cadeau en fait. Hein. Ils nous font plaisir, ils veulent nous régaler avec quelque chose qui est dans leur ADN. Et quelque chose de sérieux, quoi. Il est chiant un peu quand même. Il a toujours été, mais voilà. Et il déroge pas. Hein. Non, c'est une bonne nouvelle, on va dire, hein, qui te fasse chier au maximum, puisque c'est pas moi qui joue, ça me dérange pas. Donc, alors, je vais revenir sur mon historique, comme ça on en termine avec ça et on met ça à la poubelle. Donc, j'en étais à la sortie en 2006 de Goku Maka Imura, le Ultimate Ghouls and Ghosts sur PSP, donc qui est un épisode qui signe le retour de Fujiwara, dont on reviendra, hein, on va beaucoup revenir sur Fujiwara, et qui, au Japon uniquement, a vu une révision, oui, ça c'est le saut-piège du jeu, qui s'appelle Goku Maka Imura Kai, et qui, au final, n'ajoute qu'un mode dont Fujiwara n'aura même pas participé. Hein. Il a participé qu'au jeu principal, donc la première révision. Donc c'est anecdotique, puisqu'elle sera sortie en 2007. Après, on rentre un petit peu dans le ventre mou de la série, puisqu'on aura 2 épisodes sortis sur téléphone mobile qui sont extrêmement chum, pour parler vulgairement. C'est des épisodes qui s'appellent donc Ghosts and Goblins Gold Knight 1 et 2. Et je mets 2009 pour les deux, parce que, si vous voulez, le Gold Knight 2 est sorti au Japon en 2009. Chez nous, ça a été en 2010. Donc voilà, c'était des épisodes où on pouvait sélectionner un autre personnage que Arthur. Donc c'est ce qui apportait un petit peu de changement au niveau du gameplay, puisqu'on avait un personnage équilibré et puissant comme Arthur, et un autre qui était plus rapide. Donc voilà. Quoi dire d'autre? Eh bien rien d'autre que on en arrive au 25 février 2021 où on nous sort donc ce jeu qui a été annoncé il n'y a pas si longtemps que ça, le Ghosts and Goblins Résurrection, et moi je suis en kiff pas possible. Voilà.
Et donc, qu'est-ce que t'en penses, toi, Joël, sur les quelques minutes de gameplay? Alors je trouve qu'Arthur il avance pas très vite, il faut vraiment sauter. Non, c'est un défaut. Par contre, il y a des ennemis qui eux sont vachement rapides, enfin des ennemis connus hein, de la saga, qui sont vachement rapides. Donc il faut s'adapter. Là, ça commence à aller à peu près. Et au début, c'est vrai que ça me fait un peu bizarre. Oui, on s'y habitue, mais c'est vrai que cette lenteur de déplacement d'Arthur, c'est un peu compliqué. Faut savoir que donc c'est une exclusivité que sur Switch. Et là, on joue en mode console pour pouvoir capturer l'image. Et pour être totalement honnête, je pense qu'on va se fâcher avec des gens là, mais la manette Switch, ça coûte 80 balles et c'est de la grosse merde quand même, hein, puisque on a du lag. Parfois, le truc se déconnecte. Parfois, ça prend pas les inputs. On peut pas dire que ça soit l'élite du gaming. Hein. J'aime beaucoup Nintendo, mais il faut dire ce qui est. Je sais pas ce que t'en as pensé, toi, Joël, qui n'a pas de Switch. Non, non, parce que oui, comme je te l'ai dit préalablement, ma console la plus moderne, c'est la Super Famicom. Hein. Moi, j'ai pas. Oh yes. Je suis vraiment. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'arcade et les consoles génération 16 bits. Hein. Donc, j'inclus la Duo, même si c'est une 8 bits. Enfin, la NEC Duo, quoi. Ouais. Mais oui, moi, ça, c'est la génération de jeux qui me parle, en fait, qui m'intéresse plus que tout. Et donc, j'ai pris le jeu en main un petit peu avant qu'on démarre l'émission. Et effectivement, on a eu des petits soucis d'un coup, le personnage ne veut plus aller à droite ou des choses comme ça. Ouais. Bon, si tu me dis que ça fait pas enfin qu'il n'y a pas ce genre de problème en mode console. Non, c'est là qu'on voit que c'est une console portable au final. C'est ça la vérité. Ou alors faut acheter d'autres manettes, mais ça reste quand même un petit peu gênant en fait. C'est très gênant pour une console de pas pouvoir faire droite ou gauche, ouais, ça c'est clair. Yes, carrément. Ouais, surtout sur ce type de jeu. Surtout Nintendo, on s'attend quand même à quelque chose de très, très maîtrisé, quoi, très soigné, très maîtrisé. Et ouais, mais malheureusement, même c'est le cas aussi chez Sony. On voit qu'il y a des problèmes avec la DualSense de la PlayStation 5, où on a des composants d'extrême basse qualité. Ça sera un débat à voir plus tard, mais c'est vrai qu'on est sur des produits qui n'ont plus le prestige qu'on avait avant, et certainement pas à l'époque Mega Drive, Super Nintendo. Donc voilà. On verra comment vieilliront toutes ces consoles. Hein. Oh, très mal, ça c'est une garantie, puisqu'il y a beaucoup plus de composants et de technologie qu'auparavant. Donc au niveau des tests de ce jeu, j'ai pu constater qu'il y avait des gens qui critiquaient ce gameplay qu'ils ont qualifié de rétrograde et qu'ils ont comparé à des exemples de jouabilité comme Celeste ou Sonic Mania. Mais j'ai envie de dire qu'on les encule un petit peu, ces gens-là, dans le sens où, si vous voulez, on va pas nous faire de la merde moderne avec un monument du jeu vidéo qui a appris à marcher à énormément de licences plus récentes, qui est Makaimura. Donc moi, j'ai envie de vous dire que le gameplay, il est très bien comme il est. Effectivement, je pense que tu vas avoir quelque chose à dire sur les morts qui peuvent être un petit peu random, qu'on peut avoir dans ces jeux de par la rigidité de gameplay. Est-ce que tu voudrais en parler? Le rigidité, tu parles des sauts en fait. Entre autres. Là, ouais, la particularité de cette série de jeux, c'est que ils appartiennent à une génération où contrôler son déplacement pendant un saut, ça n'existait pas en fait. Donc ça veut dire que quand on saute, on part d'un point A pour arriver à un point B. Si on a mal dosé, si on part du mauvais point, c'est mort en fait. On arrive dans le trou, on arrive. C'est une chute où on va venir s'emplafonner dans un ennemi. Donc ça fait partie de ce jeu en fait. C'est comment on pourrait dire ça? C'est le fondement du jeu. C'est un gameplay en fait vraiment bien précis et bien propriétaire qui illustre vraiment la série. Donc tu peux pas adapter le gameplay à quelque chose de plus moderne. Je veux dire, c'est. Ce serait vraiment trahir l'identité du jeu, quoi. On est d'accord. Et même, je dirais, quand ils ont sorti le second, c'est-à-dire Ghouls and Ghosts, ils auraient pu, je pense à cette époque-là, il devait y avoir des jeux où il y avait déjà cette possibilité de maîtriser sa trajectoire en plein saut, mais ils ont choisi quand même de le maintenir. Et c'est vraiment quelque chose qui est partie intégrante de la difficulté du jeu. Bien sûr. Alors, il y a effectivement Sho Makaimura où ils ont introduit un double saut et on en parlait. Effectivement,
priori pour moi, mais on était entièrement d'accord. Non, mais entièrement d'accord. Ça a permis justement, c'est une petite astuce pour ne pas modifier en profondeur le gameplay, tout en apportant quand même un peu plus de souplesse Une en autre termes chance prise de en main. survivre pour Voilà, un parce événement que- random qui pourrait être jugé un petit peu injuste. Ah, en fait, faut faire comme ça. Ouais. Hop. Ah oui, et pas Ouais, mal. je vais y arriver. Donc oui, tout à fait. Donc ce gameplay rigide a été critiqué. Je pense que Ah, des donc gens pour ce jeu-là en particulier, il a ouais, été critiqué. qualifié de rétrograde. Alors pas par tout le monde, hein, puisque au final, on verra beaucoup de gens qui le noteront plus que très correctement. Mais je voulais juste notifier que dans certains tests, j'avais vu ces gens qui trouvent le jeu rétrograde en fait. Bah, il l'est en fait. C'est pas. Oui, c'est vrai, ouais. C'est pas honteux. Hein. C'est assumé et c'est. Moi, je trouve que c'est réussi en fait. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il n'existe pas un gameplay moderne. Il existe autant de gameplay qu'il existe de jeux, et que on n'a pas à juger un gameplay qui a un parti pris en disant voilà, c'est rétrograde. C'est comme le cinéma. C'est le cinéma. Un bon film, en fait, c'est une proposition de cinéma. Et là, il y a une proposition ludique, vidéoludique, alors qui est fondée sur certains codes, mais c'est comme un film de genre, j'ai envie de dire. Ce jeu est un genre à lui tout seul. Clairement. Et donc, qu'est-ce qu'on pourrait rajouter encore sur ce petit Ghosts and Goblins Résurrection, avant peut-être d'évoquer quelques anecdotes croustillantes sur la série. J'ai envie de vous dire que... haut, en fait. Pardon. J'arrive plus à faire haut. Ah oui, d'accord. Par intermittence. C'est la magie de la Switch. Je me fais piéger par la manette. C'est la magie de la Switch. Donc oui, donc c'est un jeu qui nécessitera, comme d'habitude, 2 runs. Et donc là, si vous voyez, on peut voir une petite fée qui vole, qui est en surbrillance. Et c'est la monnaie du jeu. Dans ce jeu, on peut acheter des magies. Et donc elles sont indépendantes des armures, contrairement aux autres épisodes. Et c'est la collecte de cette petite fée qui vous permettra d'acheter des magies. Voilà, donc sur un arbre de compétences. Donc là, on atteint un petit point de save. Idéalement. Ouais. À moins que... Non, c'est bon. Donc maintenant, sur le jeu, moi j'évoquerai un petit peu, je voudrais revenir sur le fait qu'on est en présence d'un jeu qui certes a des moyens limités, et je pense que c'est ce qui fait ce côté un petit peu crayonné, dégueulasse, mais avec vraiment du sérieux, et je voudrais illustrer avec les gens qui sont, si vous voulez, impliqués dans ce projet. Déjà, premièrement, on trouvera Peter Fabiano, qui est donc le réalisateur qui monte en ce moment chez Capcom et qui a réalisé par exemple le remake de Resident Evil 3. Alors tout le monde n'aura pas aimé, tout le monde aura peut-être quelques critiques à émettre sur le jeu, mais bon, le mec a quand même réalisé un jeu qui se joue quand même, hein, il est quand même de qualité, et je pense que le fait que Capcom ait mis ce mec-là plus un autre à la tête du projet, et ben ça montre que on n'allait pas faire un jeu tout pourri, quoi. On voulait vraiment faire honneur à l'héritage de Capcom, parce que Capcom, ça a quand même un héritage juste hallucinant, et donc ils peuvent pas le gâcher non plus en faisant de la merde. Donc la deuxième personne qui est liée à ce projet, j'aimerais bien vous la retrouver, d'ailleurs, c'est dans ma liste, mais c'est où, bordel? Il chambait, lui, hein. Il a toujours du mal avec son... Ah ouais, il est un petit peu... Il est un peu énervé, lui. Hein. Eh bien, son nom, je vais vous le dire en moins de 2, c'est Yoshiaki Hirabayashi. Et ce mec-là, en fait, c'est encore un ancien de la maison, puisqu'il était programmeur, scénariste et producteur sur nombre de Resident Evil. Et il a été particulièrement producteur de Dino Crisis 2. Alors, ça, c'est un projet qui ne te parlera pas, Joël, puisque toi, la machine la plus récente que tu as, c'est la Super Nintendo. Il tourne pas dessus? Ah mince. Si. Il n'y avait pas eu un portage Super Nintendo de Dino Crisis? Ah si, il y en a eu un, Dino Crisis, sur Super Famicom, bien sûr. Donc, qui est un très bon jeu, hein, Dino Crisis 2, entre autres. C'est lui qui le réalise, moi j'avais adoré. Donc des projets plus récents, comme les Sengoku Basara, si vous voulez. Donc les Samurai Warriors, Dynasty Warriors, de chez Capcom, mais version sous stéroïdes. Et donc du coup, il aura aussi réalisé Mega Man 11. Donc le grand retour de Mega Man, donc un jeu qui était quand même assez réussi. Moi, je trouve, en tout cas, techniquement, ils n'avaient pas fait trop de la merde. Et donc, il aura été aussi responsable de la série Dragon's Dogma.
Donc ils ont mis de lourd, surtout que il faudra noter qu'ils ont pris quand même donc un consultant de poids, pardon, en la personne de Tokuro Fujiwara, puisque lui c'est le père de la série et il est revenu donc travailler sur ce projet. Voilà, voilà, voilà. Donc toi, Joël, est-ce que tu voulais parler un petit peu donc de l'héritage de la série, de Capcom? Est-ce que tu as un mot à dire là-dessus? Ouais, je vais te passer la manette parce que Ouais. je suis un peu en galère avec ce boss. Bah écoute, Capcom, fallait appeler les il y a pros, plein hein. de choses qu'on peut raconter. Déjà, ce qui est intéressant, c'est que le fondateur de Capcom, qui n'est autre que Kenzo Tsujimoto, est quand même le père de deux très grandes firmes très influentes dans le jeu vidéo en général, puisqu'il a fondé IRM. Donc IRM, Tout à fait. à l'origine, s'appelait IPM. C'est une société quand même assez ancienne. Il me semble que ça date des années 70, peut-être même encore avant, peut-être même la fin des années 60. Donc dès les origines, il était dans les coin operated, c'est-à-dire les machines à sous. Donc que ce soit pour un usage ludique ou autre. Donc il y a eu plusieurs activités. Un coup, il était fabricant de machines, un coup, il était distributeur. Et à un moment donné, en fait, à l'époque où Space Invaders était une révolution, énormément de sociétés au Japon se sont lancées là-dedans. Et donc, il a, à travers sa société IPM, fait des clones de Space Invaders qui ont permis à la société d'avoir une visibilité. Voilà, il a senti une espèce de courant. Il s'est dit que le jeu vidéo allait être un courant porteur. Et voilà, et il s'est associé assez rapidement avec Nanao. Donc Nanao, on les connaît bien en arcade parce que voilà, ils font des composants importants pour les écrans en fait, pour tout ce qui est image. Et donc au début, Nanao était un partenaire, sauf que rapidement, ils ont pris un poids vraiment important. Actionnariat. Et voilà, et ils étaient décisionnaires sur énormément de choses. Ce qui fait que, alors je sais pas si c'est en 82, 83, il y a eu un différend vraiment d'importance entre Tsujimoto et Nanao, qui a contraint Tsujimoto à quitter son bébé, donc IRM. Et c'est comme ça que, vraiment, la mort dans l'âme, ils ont pris le contrôle de la société. D'une certaine manière, oui, puisque sa voix n'était plus, ne portait plus, en fait. Donc il a fondé Capcom en fait. Il a pris avec lui les développeurs, les talents qu'il a pu, qui ont accepté de le suivre. Et Capcom est né finalement de ARM d'une certaine façon, puisque dans le sillage de Tsujimoto sont venus des game designers, des graphistes, voilà. Et donc Capcom au début c'était une toute petite société qui arrivait à un moment où il y avait déjà des acteurs assez importants qui étaient très organisés comme Sega par exemple en arcade, sachant que la vocation initiale de Capcom c'était vraiment de faire des jeux d'arcade, même si très rapidement il y a eu des jeux consoles. Qu'est-ce que je voulais dire? En arcade, l'important c'était d'arriver avec un nombre de jeux qui soit raisonnable par rapport à la petite taille de la société, mais des jeux qui soient marquants. Et c'est vrai qu'assez rapidement, leurs jeux ont été remarqués. Tout de suite, en fait, il y a eu des succès vraiment très rapides. Une petite boîte comme ça craignait énormément le piratage. Et n'importe quel jeu qui sortait en arcade à cette époque-là était immédiatement piraté, donc copié, revendu pour une somme largement inférieure au prix du jeu original. Et voilà, le monde était inondé de contrefaçons, qu'on appelle vulgairement des bootlegs entre nous. Et donc ça, il en était très très conscient à l'époque, Tsujimoto, et il a mis en place, ou du moins il a demandé à ce qu'on mette en place des idées pour justement pouvoir contrer le travail des pirates. Donc c'est assez rigolo en fait. Il y a eu des composants propriétaires, mais qui n'étaient pas des vrais composants propriétaires. Il y avait marqué Capcom dessus. Il y a eu donc pour que effectivement les copieurs ne sachent pas exactement ce qu'il y avait dedans, mais bon, rapidement ils arrivaient à l'analyser et à le remplacer en fait par du standard. Et donc dans le cas de Ghosts and Goblins, il faut savoir que la carte originale, au lieu d'avoir les pistes apparentes,
elle est recouverte d'une espèce de motif répétitif qui cache les pistes. Donc savoir comment le jeu est construit est forcément plus difficile. Mais bon, ça n'a pas empêché que il soit copié immédiatement. Et en plus, des copies de très très bonne qualité. Moi, personnellement, j'ai une révision C US en bootleg, et qui est de vraiment très grande qualité. Il y avait plusieurs manufactures, mais en général, un Ghosts and Goblins non original tourne très très bien. Voilà. Et après, donc, il faut savoir que les Japonais ont fait la chasse aux pirates dans ces années-là, 85, peut-être 86, 87. Ce qui fait que ça a fait un boulevard pour d'autres usines, d'autres gros électroniciens qui n'avaient pas trop de scrupules pour faire des contrefaçons. Et on a eu à partir de cette époque-là des bootlegs qui étaient de moins bonne qualité. Parce qu'en fait, à partir du moment où le jeu est tourné, qu'il y a un petit glitch par-ci ou des petits problèmes d'avant-plan, arrière-plan, ce genre de choses, eux ils s'en fichaient en fait. L'important c'était vraiment de vendre, d'inonder le monde entier et toutes les salles d'arcade avec le maximum de contrefaçons. Yes. Donc voilà, et donc je continue un petit peu à parler des hardware. Ce qui est intéressant, c'est que Ghouls and Ghosts, donc le deuxième opus d'Aima Kaimura, est sorti sur CPS1, donc c'est un hardware qui compte énormément dans l'histoire de Capcom, parce que c'est un hardware qui, dont la vocation était de vraiment marquer un coup, un peu comme une étape franchie, hyper importante en termes de possibilités, de couleurs, de graphisme. C'était à l'époque quelque chose qui se voulait extrêmement moderne. Ce qui fait que pour ce hardware moderne, il fallait un jeu qui en foute plein la vue. Et Ghosts and Goblins, ça avait été un grand succès, ça avait été un succès planétaire. Et donc, ils ont eu le souhait de faire une suite et que ce jeu soit le premier jeu développé pour le CPS1. Simplement, donc, en fait, c'était très très ambitieux. Fujiwara, pour le coup, il était même épaulé par deux adjudants. Il y avait une personne, notamment Shinichi Yoshimoto, avec qui j'ai pu avoir des petits échanges, qui justement l'assistait parce que le projet nécessitait beaucoup de ressources. Et il fallait trouver la bonne balance entre respecter le jeu d'origine et proposer une vision de jeu vidéo qui soit moderne. Et il se trouve que à un moment donné, Fujiwara a exprimé à Tsujimoto le besoin d'avoir 6 mois de rallonge. Or, il fallait absolument que le hardware sorte pour que ce soit vraiment un hardware hyper moderne. Il faut se rendre compte que pour l'époque, 6 mois de décalage ou un an, c'était une montagne. Il y avait des innovations énormes, ça bougeait énormément le monde du jeu vidéo. Et donc ils ne pouvaient pas se permettre d'attendre 6 mois supplémentaires avant de mettre sur le marché leur CPS1. Ce qui fait que le jeu qui devait sortir en numéro 2, qui est Lost Worlds ou Forgotten Worlds selon la région du monde, d'un coup est devenu le jeu à sortir le plus vite possible. Alors je dis pas qu'il est moche, c'est un jeu qui est exceptionnel, mais voilà, ils ont vraiment eu chaud aux fesses parce qu'il fallait absolument que ce jeu sorte en temps et en heure. Fujiwara, lui, il avait fait ses preuves, on savait que c'était un très bon développeur et tout ce qu'il fallait, tout ce que Capcom attendait, c'est que Ghouls and Ghosts soit un jeu exceptionnel, même si ça supposait qu'il fallait attendre un peu plus pour qu'il soit mis sur le marché. Donc voilà, c'est une petite anecdote comme ça sur la sortie de Ghouls and Ghosts. Le troisième qui est sorti en CPS1, c'était Strider. Et c'est vrai qu'à l'époque, c'était des jeux qui étaient de toute beauté, quoi. Il y avait une poésie, il y avait une finesse graphique. Voilà, moi, c'est des jeux que j'aime tout particulièrement. Moi, personnellement, Ghouls and Ghosts, je l'ai pas connu en arcade à l'époque. C'est un très bon ami qui avait une Mega Drive qui était abonné à Player One, qui m'avait montré une petite photo. Donc je voyais un petit mec qui courait en calbute avec des moulins. J'avais trouvé ça tout pourri. Il me disait si c'est génial et tout, tu vas voir. Bon, j'y croyais pas une seconde et je suis tombé amoureux en fait dès qu'il a reçu le jeu chez lui. Première partie, je suis tombé amoureux de ce jeu en fait. J'adorais vraiment
l'ambiance. En fait, il y avait une atmosphère très spéciale et il y avait un côté hyper addictif, même s'il y avait un côté très punitif aussi. Et le jeu est pas très long, quoi. Il y a que 5 stages, alors faut faire 2 tours, mais tout ce qu'ils ont mis dans ce jeu est vraiment très marquant. Et plus on avance dans le jeu, parce qu'il y a une esthétique, il y a quelque chose d'un petit peu comique, mais très sombre aussi. Et plus on avance dans le jeu, moins on est dans le comique, et plus on est dans quelque chose de très sombre. Et ça m'avait aussi énormément plu. Et les musiques, hein, notamment. Ouais, je pense que c'est ça qui a plu tout le monde. Hein. Enfin, tu vois, ce côté aussi sombre que comique. Ouais, c'est ça. Ouais. Le cimetière, les morts-vivants, il y a une petite narration quand même au début de Ghouls and Ghosts. C'est ça, ça bien aimé en fait qui meurt. Et lui, il va la chercher en enfer. Donc ça rigole pas en fait. Hein. Non. Ça rigole pas du tout. Mais voilà, c'est un mélange de plein d'émotions et en même temps une habileté incroyable qui font que ce jeu est super marquant. Donc moi, pour vous dire à quel point j'aime ce jeu, si je me suis intéressé à l'arcade, au point de vouloir avoir une borne d'arcade, c'était vraiment pour ce jeu. Je voulais avoir une borne d'arcade et cette PCB un jour. Voilà, c'était vraiment un truc qui me faisait rêver, que je voulais absolument. Donc j'ai pu réaliser ce rêve en 99. Bon, après, la collection, elle s'est un peu agrandie, ouais. Mais... Ceci appelle cela. Voilà, c'est ça. Mais le point de départ, c'était vraiment ce jeu. Ah, merde, putain. Ouais. Bon, c'est pas évident tout ça, mais c'est joli. Bah écoute, je vais te repasser la manette. Ouais. Et moi, je vais quand même te poser une petite question avant d'enchaîner sur Tokuro Fujiwara. On va un petit peu évoquer son parcours. Qu'est-ce que tu penses des musiques de cet opus ? Je suis un peu plus mitigé que sur le reste. On retrouve les thèmes qu'on aimait bien. Qui sont des chefs-d'œuvre, hein, tout simplement. Ouais, enfin, qui sont inoubliables en fait, hein, qui sont marquants, mais dans une version un peu molle, je trouve. C'est un peu. Ah oui. C'est pas hyper péchu. En fait, voilà, on a un petit héros. On a un petit héros en armure. Bon là, un peu moins en ce qui me concerne. Et il y a du panache en fait. Ce qui caractérise aussi cette série de jeux, c'est le côté très panache en fait. Ouais, il y a une sorte de majesté. C'est haut en couleur. Les notes sont jouées avec de l'attaque. Voilà. Alors que là, on a l'impression que c'est Jean-Michel. Putain, Jean-Michel, on lui a filé un billet de 15 € pour faire les musiques. Et il connaît pas et ça l'inspire pas et ça le fait un peu chier. C'est du cover, pas forcément hyper incarné quoi. Ouais, je trouve ça un peu désincarné. Clairement. Mais bon, écoute, le jeu est quand même cool, donc voilà. Ouais, je veux pas être trop méchant non plus, mais c'est vrai que moi, au niveau des musiques, ça passe, hein, franchement. Mais oui, ça passe, mais c'est pas désagréable. Ça aurait pu être beaucoup mieux. Oui, ça aurait pu être beaucoup mieux pour ce genre de titre. Alors là, il y a un petit truc qui est sympa, c'est que quand il donne un coup de hache, d'un coup, on est immobilisé en fait. On peut plus sauter, on peut plus rien faire. Et tu sais, c'est l'onde de choc un peu. Ouais. Et du coup, il faut en tenir compte, ouais, pour pas rester bloqué en fait. Clairement. Eh bien, écoute, sur ce, je vais commencer à parler de notre pote Tokuro Fujiwara. Donc lui, comme Joël nous l'a expliqué, c'est le papa de la série. Il était responsable donc du premier. Il a partagé cette responsabilité sur le deuxième. Et en fait, si vous voulez, il est resté 13 ans chez Capcom et il finira par partir. Mais avant ça, chez Capcom, le mec, il aura accouché d'un nombre de hits, c'est juste hallucinant, si vous voulez. Et donc, on va quand même évoquer 2-3 titres pour quand même appuyer sur le palmarès du monsieur, parce que ce mec-là, c'est pas n'importe qui. Et donc, on va avoir sur NES du Megaman 2, 3, 4, 5. On va quand même avoir du Strider, du Commando, du Bionic Commando, du Vulgus, du Pirate Ship Igemaru, Willow, DuckTales. Et donc, ça c'est sur NES. Le Chip and Dale sur NES. Street Fighter 2010 sur NES. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a du Kenshi ou Kulaou, donc le beat'em up de Capcom, qui représente Dynasty Wars 2 pour les plus anciens d'entre nous. Donc les Final Fight sur Super Famicom, c'est-à-dire tous. Mercs, Little Nemo,
donc les Gargoyles Quest, on en a parlé un petit peu, ou pas, Darkwing Duck, les Breath of Fire 1 et 2 sur Super Famicom, et aussi Resident Evil. Alors, il faut savoir que sur Resident Evil, c'était pas tout seul, il n'a pas fait le jeu tout seul, tout le monde se souvient de Shinji Mikami, mais c'est Fujiwara qui a donné sa chance à Shinji Mikami de s'exprimer sur ce jeu, et Mikami sera reconnaissant à vie et ça aura influencé sa manière de manager une fois qu'il prendra des responsabilités, du fait que Fujiwara lui ait laissé ses responsabilités. Et si vous voulez, le principe de Resident Evil, Mikami aura toujours dit que ça s'inspirait énormément du jeu français Alone in the Dark, ce qui est une vérité, je ne conteste pas. Mais le principe de jeu fondamental viendra d'un jeu NES qui s'appelle Sweet Home et qui est une réalisation de Fujiwara. Et donc ça, on le sait un petit peu moins, enfin en tout cas c'est un petit peu moins commun de le savoir. Et donc, du coup, après 13 ans chez Capcom, puisqu'il aura commencé sa carrière en 82 chez Konami, où il ne sera resté qu'un an, donc il rejoindra Capcom en 83, où il aura travaillé que sur 2 jeux en fait. Donc un jeu qui n'est pas du tout de son fait, qui s'appelle Puyan, et un autre qui s'appelle Rock'n'Rock, qui sera par contre totalement de son design en fait, donc sa réalisation. Voilà. Et donc après ces 13 ans de bons et loyaux services, il a eu envie de quelque chose d'un peu moins intense, je pense, et il a créé sa propre boîte qui s'appelle Whoopee Camp, et qui est responsable de 2 jeux, Tombi ou Tomba, selon la localisation, donc des jeux de plateforme. C'est un peu comme Pandy Panda. Ouais, bon, je sais pas si on a les mêmes influences musicales quand même. Mais bon, on va dire que oui. Donc Whoopee Camp, donc si vous voulez Whoopee Camp, donc les Tombi Tomba, fait pour PlayStation, des jeux de plateforme avec quelques petits soucis de gameplay, mais qui restent quand même très intéressants, sont des échecs commerciaux total, puisque très très mal distribués. Et donc ça plongera Whoopee Camp dans des turpitudes économiques qui feront qu'ils seront obligés de virer toutes leurs équipes. Et donc du coup, Fujiwara reste le seul au sein de la société, et donc il la mettra en sommeil pour en créer une autre. Et donc cette société s'appellera Deep Space et développera directement sur PlayStation 2. Donc elle se spécialisera dans les survival horror qui sont extrêmement à la mode depuis le succès phénoménal de Resident Evil. Et en 2001, on verra Extermination, donc qui est un survival horror, on va dire somme toute très modeste. Bon, pas énormément de budget, ça marquera pas, je pense, tout le monde. Alors, c'est sorti en version US également, je crois. Mais pas un grand jeu. Et en 2003, il y aura un deuxième jeu de cette seconde boîte qui s'appelle Deep Space et qui s'appellera Hungry Ghosts. Alors Hungry Ghosts, c'est un jeu qui est très peu connu. C'est encore un survival horror, mais il a vraiment quelque chose de particulier. Malheureusement, il n'est sorti qu'au Japon. Et c'est sûrement ce qui a fait que les gens le connaissent assez peu. Mais il faudrait vraiment s'y intéresser. Je vous invite à regarder un petit peu sur YouTube des let's play du jeu, puisqu'on y joue donc un chasseur de fantômes, en gros, qui se bat à la première personne avec une lance. Alors la première personne, moi c'est pas trop mon délire, mais je vous promets que le monde de ce jeu est très dark, et ça se rapproche un petit peu de l'univers de Makai Imura. Et là, en ça, on retrouve le Fujiwara de Makai Imura. Et vraiment, je vous invite à le découvrir. Donc ensuite, le gars, qu'est-ce qu'il nous fait? Eh ben, le gars, il est rappelé par Capcom. Parce qu'en 2005, Capcom, ils se disent, et si on refaisait vivre la série, mais ils savent pas comment s'y prendre. Donc du coup, le Fujiwara, il réactive Whoopee Camp, il devient consultant pour Capcom, et il dirige le projet du Ultimate Ghouls and Ghosts sur Ghosts and Goblins, sur PSP. Et par la suite, à la fin de ce projet, où il est très content de pouvoir remettre la main sur la série dont il est le père, il le dira, hein, eh bien, il travaillera pour Platinum Games. Et c'est un peu pour ça que j'ai insisté sur Mikami, puisque Mikami... Pardon ? C'est très beau, là, les renards de feu, là, c'est chouette. Ah ouais, les renards de feu, ils sont magnifiques. Et même le son qui va avec tous les animaux, leurs petites expressions et tout, c'est soigné, quoi. Et ça colle vraiment à l'univers de Makai Imura. Donc je disais, 2009, Platinum Games, Mikami. Mikami qui forme donc un des formateurs de Platinum Games avec Kamiya, Hideaki Kamiya. Eh bien, renvoie un petit peu l'ascenseur à Fujiwara, puisqu'il n'aura jamais oublié
l'ascenseur que lui a permis d'emprunter Fujiwara, en le faisant bosser sur le dossier Mad World. Mad World, donc un jeu fait pour le compte de Sega, et qui reste un jeu, je pense, qui aura marqué tous ceux qui l'auront fait sur Wii. Voilà, voilà. Et il y a encore un dernier projet du monsieur, parce que malheureusement, le monsieur est resté plusieurs années sans travailler, puisqu'il a été malade, il a eu des soucis de santé, et donc il n'a plus rien foutu pendant un certain nombre d'années. Et bien en 2016, il revient grâce au créateur du jeu Clock Tower, qui relance un jeu qui s'inspire de sa série, et qui devait sortir, qui est sorti d'ailleurs en 2016 sur PC et PS Vita, et qui s'appelait à la base Project Scissors, et qui deviendra Night Cry. Donc il faut savoir que c'est un jeu qui a été financé à hauteur de 300 000 $ par un Kickstarter, et au final, il en résultera un jeu qui a de grosses qualités, mais qui est quasiment injouable du fait de défauts de programmation, et c'est du gros gâchis. Voilà. Donc c'est tout pour l'histoire du monsieur. On pourrait peut-être évoquer avant tout aussi un autre spin-off. Donc on a peut-être pas parlé des Gargoyles Quest, qui sont sortis en 90, 92 et 94. Et on peut dire qu'on n'avait pas vu d'épisode de Makaimura Ghosts and Goblins pendant des années et des années. Mais ça s'explique peut-être vis-à-vis des Gargoyles Quest. Est-ce que tu veux nous en parler, Non, vas-y, tu fais ça si bien. Bon, c'est je suis pas super. Moi, mon jeu, c'est vraiment Dai Makaimura, Ghouls and Ghosts, et j'avoue que les Gargoyles Quest, j'ai pas énormément joué. Moi, j'ai eu Demon Crest à une époque sur Super Famicom, mais j'étais un peu dérouté, tu vois, par le gameplay qui est pas du tout, c'est pas ça du tout en fait. Non, c'est rien à voir. Non. C'est un autre univers. Enfin, c'est le même univers. C'est le même univers, mais une autre série. C'est une autre proposition. Une autre proposition vidéoludique, on va dire. D'ailleurs, c'est une série de jeux qui ne sait pas vraiment ce qu'elle veut, puisque le premier épisode Game Boy nous propose des phases d'exploration plateforme, ainsi que des phases de combat Zelda 2. Si vous voulez, le deuxième épisode, qui lui est sorti sur Famicom, c'est un pur RPG, donc plus rien à voir avec l'épisode Game Boy. Et donc le troisième, c'est un action plateforme pur et dur. Donc ils sont tous les trois bien réalisés, mais comme c'est Fujiwara qui dirige la série, si vous voulez, pour éviter peut-être une surcharge sur la licence, on n'allait pas avoir 150 000 jeux issus de l'univers de Makaimura, eh bien ça pourrait expliquer pourquoi, après l'épisode de 91, on n'a pas vu grand-chose depuis l'épisode WonderSwan de 99. Voilà. Donc c'est à peu près tout ce que j'avais, moi, à vous dire sur le bordel. Je vérifie si je me suis pas, dans mes petites notes, gardé des petits trucs croustillants. J'espère que je vous aurai bien diverti, bande de chacals. Non, écoutez, tu pourras peut-être nous parler un petit peu du Ghouls and Ghosts Master System. Oui, alors je suis pas forcément hyper expert, mais c'est vrai que c'est un épisode, en fait c'est un portage, tout simplement, mais qui a quand même des petites particularités. Ils ont pas respecté scrupuleusement, ils ont apporté des éléments, il y a des bottes, il y a des armures, il y a plusieurs armures en fait de couleurs différentes. Et c'est une petite curiosité, quoi. Il y a des endroits dans les stages qui ne figurent dans aucun jeu, en fait. C'est exclusif à cette version. Ah, carrément des pans entiers de stages. Des endroits où tu peux aller, et si tu veux, ça ne figure pas dans le jeu original. D'accord. C'est un petit peu une relecture comme Shinobi. Voilà, où tu vois, le R-Type qui a été porté par Compile. Ouais. Ils se sont fait plaisir, je crois que c'est dans le stage 4, il y a une bifurcation et t'as des passages qui sont... Enfin, t'as un passage inédit, en fait. Et c'est pour ça que la version Master System est considérée comme une des meilleures versions de R-Type, malgré la version NEC. Ah oui? La version NEC colle tellement mieux à l'arcade en termes de rendu. Donc, si tu c'est une bonne version, mais elle est... coupée en deux. On sent quand même les limites de la console. C'est clair. Alors que sur Master System, là par contre... non, je parlais de la Master System. Les limites de la Master System, tu les moi, ce que je voulais dire, c'est que sur Master System, ça met la console à bout, quoi. C'est-à-dire que ça rame. Voilà. Mais même sur NEC, c'est pas non plus parfait. Tu sens que la Master System, là, pour le coup, elle sort vraiment ses tripes. C'est ça. Et bien, malgré tout, malgré cette difficulté de la Master System
à gérer R-Type, eh bien, on trouve quand même donc un gros intérêt de la part de Compile grâce à Compile. Et donc toi, est-ce que tu as d'autres anecdotes à nous partager? Ça se peut. Ah, ça se peut. Ah, C'est possible. on va peut-être avoir des surprises. Qu'est-ce que j'avais noté d'intéressant? J'ai parlé un petit peu hardware, je sais pas si c'était intéressant, enfin moi ça m'intéresse. Ouais, bah vas-y. Hein. Le Red Harrimer, je sais pas si t'en as parlé un peu. Ah non, vas-y. Non, mais tu connais mieux que moi, donc je te laisse. Non, mais bon, c'est pas une histoire qui est c'est un petit clin d'œil interne en fait. Ça fait référence à un de leurs collaborateurs qui avait tendance à s'énerver et voilà, ils ont appelé leur petit personnage rouge et du coup ça fait le lien avec Gargoyle's Quest du coup, puisque c'est cette créature qui est le central. C'est ça. Alors je vais peut-être développer un tout petit peu. Vas-y, développe. Donc ce mec s'appelle Toshio Harima, si vous voulez, et donc c'est le programmeur principal déjà de Ghosts and Goblins, donc l'épisode de 1985. Et ce mec-là, effectivement, il avait un caractère un petit peu compliqué, quoi. C'était peut-être, je sais pas, tu vois, on pourrait comparer à qui, j'en sais rien. Je vais pas donner de nom, hein, sinon c'est de la bagarre. Mais si vous voulez, donc un petit peu pour se venger, ils ont appelé ce personnage Red Harima. Parce que le mec s'appelait Harima en fait. Et donc voilà d'où ça vient. Vas-y Joël, je te repasse la parole. Qu'est-ce que je peux raconter d'autre Alors Daima Kaimura, moi qui est vraiment le jeu que j'adore, recèle quand même des secrets qui sont pas mal. Il existe, alors il y a les nice catch. Ouais, en fait, quand on terrasse un boss, il y a une clé qui surgit pour franchir la porte et passer au stage d'après. Et en fait, quand on récupère la clé, il faut pointer le stick vers le haut et il y a le texte Nice Catch qui apparaît. Ça sert strictement à rien dans le jeu tel qu'on le connaît. Et il y a une petite bizarrerie quand même, c'est que le boss 2 n'a pas son Nice Catch. Donc ça a étonné pas mal de monde. Et il y a aussi une étrangeté dans Ghouls and Ghosts, c'est à certains endroits du jeu les échelles invisibles. C'est-à-dire que c'est des échelles sur lesquelles on peut monter, sauf qu'on les voit pas. Elles sont pas matérialisées par des sprites d'échelle. Et du coup, on est nombreux en fait à s'être demandé la raison d'être de ces échelles invisibles. Et il y a toutes sortes de théories. Alors une théorie que je trouve intéressante, c'est que on sait que le jeu devait être, c'était très ambitieux, il devait être plus vaste que le Ghouls and Ghosts qu'on connaît aujourd'hui, celui qui est sorti et qui sert de référence. Et en fait, ces échelles invisibles, potentiellement, nous a mené vers des éléments de décor inédits, en fait. Inédits dans le sens où ils n'ont pas eu le temps de les développer, donc ils ont été obligés d'abandonner toute une partie du jeu qui était a priori, qui était sûrement très riche et très intéressante. Et donc la théorie, pour revenir au Nice Catch, consiste à dire que pour ne pas, parce qu'un programme en fait c'est comme un pull, on tricote des mailles et on avance. À un moment donné, si on veut faire un retour en arrière important, c'est compliqué de tout détricoter et de devoir tout refaire, surtout quand on a un délai qui est assez limité. Donc la solution aurait pu être de supprimer un des Nice Catch de boss, si tant est que le fait d'avoir les 5 Nice Catch permettait d'ouvrir justement l'accès à ces échelles. En fait, Ghouls and Ghosts, il faut faire 2 tours. On fait un premier tour où on va faire les 5 stages. On arrive au boss de l'abeille. Après, on apprend qu'on ne peut pas affronter Lucifer directement. Il faut faire un deuxième tour, donc retourner au village, où la déesse de la guerre va se manifester et donner une arme qui, elle, permet de terrasser Lucifer. Et donc, l'idée, c'était qu'en ayant fait le premier tour du jeu avec les 5 Nice Catch, on débloquait des passages en fait via ces échelles invisibles. Donc ça, c'est super intéressant. J'ai même lu, mais j'ai pas pu vérifier évidemment, que du coup les stages abandonnés de Daima Kaimura, c'est-à-dire Ghouls and Ghosts, ont été réemployés dans Shoma Kaimura. C'est ça. Voilà. Donc ce qui, rendrait un lien un peu plus étroit encore entre ces deux jeux, sachant que l'un est un jeu d'arcade, donc un manche-fric en fait, un jeu où il faut doser subtilement l'intérêt, l'attrait que représente le jeu et la difficulté de manière à ce que la personne continue à jouer et dépense de l'argent. Un jeu console, de l'époque en tout cas, c'est un autre exercice. Il faut que ce soit, c'est un investissement.
On paye quand même une somme importante, et après il faut en avoir pour son argent, donc il faut que le jeu soit long, et, il faut pas que le rythme soit trop rapide. Et donc c'est un exercice un peu difficile quand même de faire une suite console à 2 gros jeux d'arcade vraiment calibrés, enfin, hyper bien calibrés pour l'arcade. Donc bon, après chacun jugera si le pari a été tenu ou pas. Avec Sho Makaimura, il y a quand même beaucoup de ressemblances et il y a beaucoup de différences. Bon, il y a 3 ans en fait entre les 2 premiers épisodes. Il y a encore 3 ans entre Ghouls & Ghosts et Sho Makaimura, enfin Dai Makaimura, Sho Makaimura. Donc c'est logique aussi qu'il y ait des différences parce que le monde du jeu vidéo évolue énormément. Mais bon, en tous les cas, il y a un lien quand même assez fort entre du coup Dai Makaimura et Sho Makaimura. Voilà. Allez, qu'est-ce que tu nous as réservé en stock? Bon, une petite anecdote hardware. En fait, Dai Makaimura, donc la version japonaise de Ghouls & Ghosts, est physiquement différente des versions pour le reste du monde. Parce que le hardware CPS1 n'était pas encore complètement arrivé à maturité. Donc, en fait, Dai Makaimura, il y a 3 plateaux. Il y a la A, il y a la B et il y a la C board. Alors que les versions qu'on a eues en Europe, en officiel, et les versions US, elles ont que 2 plateaux. C'est les mêmes composants, mais répartis sur 2 plateaux au lieu d'être répartis sur 3, comme au Japon. Donc, bon, c'est une petite particularité. Il faut savoir aussi que le jeu, quand il est sorti, il était pas mal buggé, surtout le stage 4. Il peut arriver qu'on terrasse l'espèce de chenille avec les cœurs, avec les 5 cœurs. Et une fois qu'on l'a battu, alors soit il n'y a plus de plateforme sous les pieds, on tombe et on meurt. Soit on l'a battu, mais le jeu est buggé, terminé, on peut plus avancer. Enfin, il y a des petites choses comme ça un peu folkloriques. Comme le jeu il a eu du succès, après ils l'ont réédité dans des versions de hardware qui correspondaient aux standards de l'époque. Donc une carte mère un peu plus courte, enfin des petites différences. Et ils l'ont débugué aussi au passage. Il y a un truc marrant aussi, c'est les checkpoints. Il y a plus de checkpoints dans les versions hors Japon. Mais du coup, parce que en fait, les Japonais sont de très bons joueurs. Au Japon, en fait, quand on joue à un jeu, on squatte pas la place, quoi. Parce que peut-être que des gens veulent jouer. Donc on essaie de jouer le mieux possible pour pouvoir rester plus longtemps possible. C'est une histoire de politesse. Donc les Japonais de fait sont de très bons joueurs. Aux États-Unis, le niveau de jeu n'était pas le même. Donc il fallait adapter un petit peu. Pour rendre le jeu plus simple, ils ont rajouté des checkpoints, mais du coup ça fait que on peut perdre et revenir une étape en arrière dans le jeu. Sauf que entre temps on a chopé une arme pourrie, genre la hache. Et la structure du jeu fait qu'on ne peut pas changer d'arme en revenant une étape en arrière dans le jeu américain par exemple ou dans le jeu européen. Et donc en fait, au lieu de faciliter les choses, ça complique. Il vaut mieux, selon moi, comme dans la version japonaise, revenir au milieu du stage. Et là, on a des possibilités qui s'offrent à nous en termes d'armure, en termes d'armes. Ouais. D'ailleurs, on n'a pas tellement parlé des armes, mais ce qui est intéressant aussi dans cette licence, c'est que les armes sont très déséquilibrées. Il y a des armes qui sont très performantes, comme ici la dague. On peut en sortir plein assez vite, c'est précis, ça fuse. Il y a des armes vraiment pourries qui sont, à mon avis, volontairement des handicaps. Donc il faut surtout pas prendre. Par exemple, dans Ghouls & Ghosts, l'épée, il n'y a aucune portée, quoi. C'est vraiment schlag, je le tape devant et... Il y a très peu de situations où c'est utile. C'est clairement un jeu où on a besoin d'armes de lancer. Donc soit la lance, soit la dague. Le reste, on peut s'en sortir. La hache est compliquée, l'épée est compliquée, les 2 autres armes, bon, ça passe, quoi. Mais idéalement, on fait le tour du jeu avec la dague. Au point que ça devient difficile quand on fait le 2e tour, puisqu'on est obligé d'avoir, en tout cas proche du 5e boss, la fameuse arme spéciale qui est remise par la déesse de la guerre. Donc ça c'est un petit truc marrant aussi sur ce jeu. Ouais, j'ai pas parlé du lien entre les coffres, mais c'est vrai que là on le connaît pas, donc on sait pas tellement où sont les coffres et ce qu'ils recèlent. Mais dans Ghouls & Ghosts, il y a plein de coffres. Il faut des actions bien spéciales à des endroits bien précis pour pouvoir les faire apparaître. Et il y a des coffres qui sont complètement indépendants, genre il va y avoir toujours le même type d'objet, voire le même objet à chaque fois, à chaque partie.
mais il y a des coffres qui sont liés entre eux. Ils sont amusés à créer des espèces de chaînes de coffres. Donc, si par exemple j'ouvre un coffre à tel endroit, je sais que un peu plus loin dans le jeu, il y aura un objet intéressant. Par contre, si je l'ouvre pas, j'aurai par exemple le magicien que je veux pas. Je veux bien avoir le mauvais génie à des endroits où il n'y a pas trop de danger, mais je veux pas l'avoir quand je m'en prends plein la gueule, quoi. Donc il faut ouvrir certains coffres à certains endroits, pas à d'autres. Tout est lié. Dans ce jeu, du coup, je peux pas dire s'ils ont respecté cette logique de coffres liés entre eux. J'ai pas l'impression. Mais j'ai pas tellement eu cette impression, ouais. Déjà, les coffres apparaissent que le plus souvent quand tu tapes dans certains endroits du jeu où tu auras une sonorité un petit peu différente. Mais j'ai l'impression que c'est divergent par rapport à ça. Ouais, certainement. Ouais. Alors j'en profite puisqu'il y a un petit blanc, tu vois. J'en profite pour rappeler à quel point je suis content de t'avoir dans cette émission, puisque c'est une émission vraiment que j'ai fait non pas vraiment pour vous montrer des jeux, mais plutôt pour avoir des discussions avec des mecs qui savent de quoi ils parlent et qui sont vraiment à fond dans le délire. Et je pense que toi, t'es vraiment un exemple parfait de ça, puisque tu n'es pas un professionnel et tu as été faire des choses qui sont incroyables d'efforts pour pouvoir en apprendre plus sur les jeux que tu aimes. Et je pense que moi qui ai pour but de faire un musée du jeu vidéo, je pense que toi tu as aussi cette volonté de promouvoir ce patrimoine, et notamment pour les jeux IREM, qui est tout bonnement à noter. Il faut vraiment en parler. Et donc voilà, c'est encore un honneur pour moi de t'avoir aujourd'hui. C'est gentil. Et est-ce que tu as envie de parler donc un petit peu de ta manière de procéder pour apprendre des choses? Oui, en fait, si on se base juste sur Internet, on trouve vraiment tout et son contraire, on trouve des vérités, des contre-vérités, et c'est très difficile de démêler le faux du vrai. Si on s'intéresse vraiment aux choses, on a envie d'apprendre des vraies choses, en fait, d'apprendre des vraies informations. Et moi, mon parti pris, ça a été de dire, voilà, IRM, qui est vraiment la marque que j'adore, qui me passionne, qui m'intéresse plus que tout autre. Il donne peu d'infos. Il y a peu d'infos, en fait. Il y a peu d'infos vraiment fiables. Par contre, dans les jeux, on trouve des bribes d'informations. Il y a pas toujours des crédits dans les jeux, mais par contre, il y a des tableaux des meilleurs scores avec des espèces de pseudonymes de 3 lettres. Et donc, je m'étais amusé à tout relever, en fait, dans tous les jeux, à partir d'une partie vierge, relever tous les 10 meilleurs. Les 10 meilleurs scores, voilà. Et parfois il y a des crédits, donc j'avais essayé de recouper un petit peu tout ça, et en faisant des recoupements, j'avais quand même des bouts de noms qui apparaissaient. Il faut savoir qu'à l'époque, donc dans les années, on va dire 80-90, milieu des années 90, jusqu'à milieu des années 90, les développeurs avaient très peur des chasseurs de tête, ils voulaient pas se faire piquer leur talent, donc les gens ne signaient pas de leur vrai nom en général, c'était des pseudonymes. Quand c'était signé, parfois c'était pas signé, mais on trouvait toujours des petits indices comme ça. Et donc parfois il y a des gens qui prenaient un pseudo qui était très éloigné de leur véritable nom, et parfois c'était quand même assez proche. Et donc j'ai réussi comme ça, en regardant vraiment tout ça à la loupe, à trouver des logiques, en fait, des logiques, à voir se dessiner certains noms, mais sans avoir de confirmation. Et quand j'ai préparé une émission consacrée à IRM et à Nazca, en fait, qui est un peu la relève d'une certaine manière d'IRM, ça m'a donné un petit peu la motivation d'aller plus loin pour vérifier mes théories et puis voir si je pouvais dialoguer avec des gens qui étaient derrière ces jeux, qui étaient vraiment à la création à l'époque. Et j'ai réussi à trouver une personne qui m'a accepté en amitié sur Facebook, et dans son réseau d'amis, il y avait au moins 10 personnes qui correspondaient à mes hypothèses. Voilà, les hypothèses que j'avais formulées en essayant de glaner des informations qui étaient dans les jeux. Et donc, je suis rentré en contact avec ces personnes. Alors parfois, certaines ne voulaient pas me répondre, certaines ont bien voulu me dire bonjour, mais ça n'a jamais été au-delà. Et puis, il y a des gens avec qui j'ai dialogué. D'accord. Et, ce qui était chouette, c'est que
au début, c'était un peu l'étonnement. Il faut comprendre que les Japonais de ces années-là, enfin qui ont fait des jeux dans ces années-là, étaient conscients du succès de leurs jeux au Japon, parce qu'ils voyaient bien dans les salles d'arcade comment ça tournait et si c'était renouvelé ou pas, si les jeux y restaient en fait. Par contre, le succès que leurs jeux ont pu avoir en Occident, ça, ils le mesurent pas. Ouais. Ils savent pas. Et donc le fait qu'un petit Français les reconnaisse, et puis en fait en dialoguant un petit peu, en commençant à discuter, le fait de s'apercevoir que je connais un peu mon sujet, parce que les jeux, j'y ai vraiment joué, ils m'ont passionné, ils m'ont nourri en fait, et voilà, et donc je raconte pas n'importe quoi, je les ai contactés, mais je les connais. C'était surprenant, c'était flatteur, et ça a été un très bon point de départ. Et donc de fil en aiguille, il se trouve que je suis allé au Japon, parce que j'ai sympathisé en fait au bout d'un an et demi à discuter comme ça quotidiennement avec certaines personnes. Il y a des liens, je connaissais leur vie, je connaissais leur famille, je connaissais leur actualité, enfin plein de choses en fait. Et donc quand j'ai pu aller au Japon, forcément j'ai pu rencontrer un maximum de gens qui m'ont présenté des amis à eux, qui sont des anciens collègues et qui ont contribué à développer ces jeux. Donc il y en a certains que j'aurais pu trouver, mais ça s'est pas fait. Ouais. Donc ils m'ont été présentés. D'autres, c'était une surprise complète, mais c'était vraiment passionnant. Et voilà. Après, moi, mon moteur, c'est la passion. C'est-à-dire que j'aime profondément une poignée de jeux qui sont sortis dans ces années-là, on va dire milieu des années 80 jusqu'à milieu des années 90. Et voilà, j'aime bien aller un peu au fond des choses, essayer de comprendre et dépasser un petit peu juste le côté jeu. J'aime bien le côté artistique aussi, les compositeurs, ça me passionne, les mecs qui font les musiques des jeux vidéo, le côté graphique aussi. Et, voilà. Et donc, ces rencontres m'ont apporté beaucoup de richesse sur le plan personnel. Donc de richesse, je ne parle pas de pépettes, mais je parle vraiment d'une richesse intellectuelle. Et c'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on cherche. C'était une expérience vraiment géniale. Après, voilà, ce que j'allais dire, c'est que je suis pas Pixel Love, je suis pas historien du jeu vidéo, je suis rien du tout en fait. Non, mais c'est d'autant plus fort que tu fasses ça, toi, sur ton temps personnel et sans être un professionnel. Et ça montre vraiment ta passion, ça montre la manière dont tu es investi dans cette recherche de connaissances sur ce que tu aimes. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est apprécié, quoi, chez toi. Je te remercie. Et donc, as-tu autre chose à nous partager? Ouais, je vais regarder mes petites notes. Je pense qu'on a dit pas mal de choses, ouais. Quand même, mine de rien. Les hardware, les créateurs. Je sais plus si on a... Oui, on a parlé de tout ça. Bon, non, voilà, je pense que au niveau des... Ouais, on a fait le tour. Moi, ce que je retiens, c'est que c'est un jeu qui a vraiment la patte qu'il doit avoir. C'est-à-dire, on retrouve vraiment cette identité malgré un style graphique qui est typé, en fait, et qui peut éventuellement... Enfin, certains pourront juger qu'il dénote. Mais en fait, il y a quand même une atmosphère, il y a une ambiance, il y a une prise en main, il y a un type de difficulté, il y a des mécaniques de jeu qui sont caractéristiques. Et moi qui m'en régalé, pour le peu que j'ai pu voir à ce stade, ça me donne envie d'aller plus loin. Ouais, j'ai pas trop kiffé la manette Switch, hein, franchement. Bon, c'est un détail. C'est une bonne surprise. Comme on disait, les premières vidéos qui ont été annoncées, je me suis jeté dessus, j'étais un peu mitigé, et non, en fin de compte, le jeu est vraiment cool. Il n'est pas facile, et c'est très bien en fait. Et ouais, voilà, c'est ça, c'est qu'il y a un petit côté addictif en fait. Tu perds, mais c'est pas grave, tu as quand même envie de continuer et de dépasser la difficulté, parce qu'à tout moment, en fait, ça paraît faisable. T'as l'impression que, quoi qu'il arrive, tu peux le faire. Il y a quelque chose qu'il faut quand même souligner du côté des arguments en faveur du jeu, c'est qu'il est jouable à deux. Et ça, c'est tout nouveau dans la série, et c'est juste incroyable. Simplement, moi, je suis un Tchétchène,
j'ai pas trop de fric puisque je mets déjà tout dans les jeux vidéo. Et surtout pour acheter des manettes à 80 balles comme les manettes Switch qui sont en plus des chinoiseries de pure merde en fait tout simplement. Et donc du coup on n'avait pas pu faire ce jeu à deux et c'est mon grand regret parce qu'il a fallu qu'il sorte ce monument, cet héritage de la série sur Switch en exclusivité. Donc je pense que c'est quand même quelque chose qu'il faudra creuser parce que jouer à deux à ça doit être du pur bonheur. Bah, à voir. Ouais. Après, c'est vrai que le fait de jouer à deux dans certains jeux un peu action plateforme, ça permet, tu vois, typiquement Rolling Thunder 2, y a des moments qui sont très 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 durs, mais s'il y en a un des deux qui a envie, t'arrives à avancer dans le jeu tant bien que mal. Alors là, c'est pas forcément la classe, tu vois, c'est pas la grande classe, mais il y a ce petit avantage. Alors apparemment là, ça serait pas vraiment du jeu à deux players en tant que tel, ça serait dans l'autre. Enfin, je sais pas, j'ai pas trop essayé, mais on aurait un fantôme qui permettrait de protéger le joueur principal. Et c'est quand même quelque chose qui te permet de partager ça avec des gens qui n'auront pas forcément d'affinité avec cette série et qui ne s'y mettront jamais de par la difficulté. Et c'est un moyen de les intéresser à ça, et je trouve que c'est une très bonne chose. Oui, il existait des modes de joueurs dans les jeux d'arcade, mais c'est alternatif. En fait. C'est ça. Ouais. Chacun fait sa partie, quand tu perds, l'autre prend la main, et chacun fait sa partie en alternance. Donc c'est pas un vrai mode de joueur. C'est pas un vrai partage. C'est plus une ruse de gens qui veulent se goinfrer de fric. Ouais. Et mais bon, enfin en tout cas ça existait. Ce qu'on n'a pas tellement dit, je trouve, c'est que il y a énormément de références à Ghosts and Goblins et à Ghouls and Ghosts. Et il y a des endroits où vraiment t'es comme à la maison en fait. Donc c'est pas exactement pareil, mais il y a des passages du jeu où tu retrouves vraiment certains types de décors, certains types de comme là avec les échelles. C'est ces ennemis qui sont dans Ghosts and Goblins. Et on retrouve les ennemis. Ça c'est normal parce qu'ils l'ont vendu comme un reboot du 1 et du 2 plus une partie originale, donc ça a une magie. Ouais, c'est vraiment ça, quoi. Je pense que la promesse, elle est tenue. Hein. Clairement. Donc, écoute, on va s'arrêter là. Je pense qu'on a dit à peu près, peut-être à quelques exceptions près, tout ce qu'on était censé dire. Mais malgré tout, je voudrais aussi apporter une petite pensée à Mr. Sly 93 qui était censé être avec nous aujourd'hui. On devait être 3, qui a énormément de connaissances sur la série aussi. Et qui a eu des problèmes familiaux et qui n'a pas pu être là. Et comme c'est quelqu'un d'adorable, on lui rend hommage ce soir. J'en ai pas parlé, j'aurais dû en parler. Bon, il y a Wonderfra qui est une sommité, qui connaît très très bien. Alors lui, il aime vraiment toute la saga, quoi. Mais je crois qu'il aime particulièrement Dai Makaimura. Et il se trouve que c'est un ami, je le connais depuis longtemps, et c'est lui qui m'avait vendu à l'époque mon Dai Makaimura, tu vois. D'accord. C'est marrant. Et j'ai su que il a joué au jeu dès qu'il est sorti. Et voilà, a priori, ça lui avait bien plu. Et à part Wonderfra, qui est vraiment une pointure qu'il connaît vraiment bien, effectivement, il y a Mr. Sly, Mani qui est vraiment un gros tueur. Et je regrette qu'il n'ait pas pu être présent aujourd'hui parce que ça aurait apporté encore quelque chose de plus. Il a une passion, une générosité, il connaît vraiment des secrets. Il est vraiment balèze, quoi. Mais bon, voilà, malheureusement, il a de vrais problèmes. Il pouvait pas du tout être présent. Donc voilà, mon petit Guimou, on l'a fait à deux. Ouais, comme des grands. Donc oui, voilà, écoutez, j'espère que vous avez aimé cet épisode 1 des intégristes du gaming. Il y en aura d'autres, et je pense que Mr. Sly 93 ne sera pas en reste. On trouvera un moyen, je vais arrêter là, de faire d'autres choses. Et j'espère vraiment avec toi, puisque tu es un puits de connaissances, ainsi qu'avec lui. Et il y aura d'autres opportunités. Et puis, écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Une dernière chose sur le jeu, c'est que j'espère qu'ils nous feront une version physique. Sinon, ça m'embêterait bien. Je serais obligé de déclarer la guerre au Japon et de faire manger ses couilles à Shinzo Abe. Donc, ça m'arrangerait bien qu'ils nous fassent une version collector aussi de 12 mètres avec une statue de 3 mètres de Arthur et puis son armure en taille réelle que je puisse aller faire des courses. Et puis voilà, je m'arrêterai là. Donc, merci les mecs et je vous dis à bientôt. Allez, salut. Ciao. Salut.